Chers amis, bonjour. Je continue sur le dolorisme. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un chapitre qui s'appelle « Dans votre tête et somatisation, copains comme cochons ». Oui, je viens de décider d'en faire deux petits personnages qui s'entendent à merveille et pour cause. Ils ne sont l'un et l'autre que les deux versions d'une relation bien réelle entre, d'une part, le fait qu'un traumatisme, une souffrance psychologique ou un stress puisse avoir des conséquences sur le corps de façon purement physiologique et observable scientifiquement, et d'autre part, le fait qu'au fil des ans et de la reconnaissance de ce phénomène par le corps médical, ce qu'on appelle aujourd'hui la somatisation restitue ses lettres de noblesse à des douloureux que jusqu'alors on faisait passer pour des mythomanes, comédiens, falsificateurs, menteurs ou en tout cas affabulateurs. Alors certains me diront, donc si je comprends bien, les médecins de jadis avaient bien raison quand ils disaient « c'est dans votre tête, madame ». Oui, d'une certaine façon, mais hélas, comme la communication était parfaitement déficiente, le plus souvent, enfin assez souvent déficiente, le plus souvent le médecin de son côté refusant de reconnaître, parce que sujet tabou, que l'esprit et le corps ne faisaient qu'un, et que d'autre part le patient, lui, buvait ce que disait le médecin sans oser le juger ou le contredire, alors le ressenti du patient, c'était une forme de mépris. Que pouvait-il faire d'autre que de prendre ces médicaments ? Le médecin, jadis plus que maintenant, prenait davantage de temps pour écouter le patient. Je n'incrimine pas le médecin pour autant, j'ai bien conscience que c'est plus compliqué que ça n'y paraît, notamment relativement à la charge administrative d'une part, mais aussi à cause de l'augmentation de la patientèle qui s'explique par le nombre insuffisant de médecins. Ce ne sont pas les médecins qui sont responsables aujourd'hui des problèmes de santé publique qui ont pour conséquence qu'ils sont moins disponibles parce qu'en nombre insuffisant, mais bien les politiques uniquement. Le temps disponible accordé aux patients est fondamental, et plus encore quand il s'agit du généraliste, parce que c'est lui en premier chef qui rassure, qui communique et qui oriente son patient vers tel spécialiste ou tel autre qui doit être consulté si nécessaire. Jadis, il n'y a guère que dans l'hypothèse où le patient ou la patiente est vraiment craqué et éclaté en sanglots, qui ramenait le médecin sur le plancher des vaches, son serment d'Hippocrate lui bottant le cul, qu'il l'obligeait alors, par la compassion ressentie, à reconnaître que oui, éventuellement, la souffrance psychologique pouvait avoir une incidence sur tel problème de santé ou tel autre. Sans la crise de larmes, ma foi, vous ressortiez, comme ça arrive encore, avec uniquement les somnifères ou je ne sais quel médicament selon la partie du corps par lequel votre cerveau avait choisi de tirer le signal d'alarme. Oui, je sous-entends effectivement qu'à chaque fois que nous sommes malades, la cause en serait d'abord psychologique. Mais ça n'est qu'un sentiment, je le reconnais, j'ai l'absolue certitude, il est vrai, que ceci est vérifiable dans un fort pourcentage de cas, simplement rien de plus. Voilà, bon. Il n'y a rien de plus criminel, il est vrai, que de laisser croire qu'un problème, donc y compris un problème de santé, pourrait se régler simplement là où il est possible, mais pas certain, qu'il soit complexe. Je fais là une allusion au côté politique aussi. Mais ce discours-là, ce que je prétends, hélas, n'est pas toujours entendable aussi de la part des patients. Et c'est bien là le drame. Je veux dire qu'au moment où j'écris ces lignes, et alors que je suis consciente de la souffrance autant psychologique que physique, quelquefois, de certains proches de ma connaissance, par exemple, j'ai parfaitement conscience des énormes difficultés que rencontre le corps médical et que mon intention en aucune façon ne tente à les dénigrer ou à nier leur savoir. Évidemment, il n'y a qu'à discuter avec certains proches qui souffrent quelquefois de choses bénignes. Tu as mal ici ? Moi. Ça arrive, hein, je vous jure, ça arrive. Appuie à intervalles réguliers quelques secondes. Tu vas voir. C'est magique, quelquefois la douleur disparaît simplement. Je l'ai testé sur moi. Ça s'appelle la pressothérapie. Et l'autre préfère entendre et ne pas écouter. Il préfère aller passer des radios, des examens, se faire opérer peut-être pour un mal bénin qui aurait pu être soigné simplement par la pressothérapie. Mais il dit non, sans le verbaliser. Alors je ne dis rien, je parle du soleil qui brille, et je le laisse aller mener ses soins comme lui ou elle l'entend. Je veux dire que les médecins, eux aussi, subissent le fameux dicton dont j'use et j'abuse, à savoir « il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre ». Comment un médecin doit-il se comporter quand il se trouve face à un patient qui, après avoir dit bonjour, lui dit « je viens chercher un antidouleur » ou « je viens chercher un antidépresseur ». Est-ce que le médecin prend le temps de proposer de consulter un psychologue, s'il le juge nécessaire, ou pas ?
Persiste-t-il à tenter de faire observer le problème sous un angle un peu différent? Et si oui, jusqu'à quel point persiste-t-il? Ah oui, zut, consulter un psy. Et le voir s'inscrire sur une liste d'attente de plusieurs mois. Hélas. Attendre que le patient se sente vexé, change de médecin, pour en fin de compte obtenir vraiment le médicament qu'il souhaite. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Je veux dire que le soin d'un patient attend je veux dire que le soin qu'un patient attend de son médecin dépend aussi de la posture du patient et qu'il est un peu facile de toujours incriminer le médecin qui ne peut que s'adapter quelquefois.